Surtout, nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui sont des guides touristiques, notamment dans les sites, surtout du Burkina Faso, puisque pour notre rubrique à la découverte 2, nous avons toujours eu recours à ces guides et promoteurs de sites touristiques pour la rubrique à la découverte 2. Alors, un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis justement ces sites touristiques du Burkina. Alors, concernant justement les sites touristiques et des sites qu'on peut visiter au Burkina Faso, il y a le musée de l'eau. Nous sommes en avril et nous avons décidé de vous parler de ce musée atypique. Il s'agit notamment du musée de l'eau qui était autrefois situé à Lumbila, aujourd'hui qui s'est déplacé à Motili. Mais c'est toujours ce même musée à ciel ouvert qui offre donc une richesse matérielle et immatérielle concernant le musée de l'eau. Et le promoteur, c'est Alassane Samoura. Aujourd'hui, nous allons vous relater l'histoire de ce musée de l'eau dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée ce lundi par Rachida Sadzongo, que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est le directeur général de la SONAGES. Il s'agit notamment de M. Amadé Belem, qui est justement le directeur de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire. Il sera là pour nous parler justement des manques de céréales, mais également de la politique du ministère, notamment de l'agriculture et du commerce, pour justement pallier à ce manque de céréales. Et puis surtout des boutiques témoins un peu implantées partout donc au Burkina Faso. Et bien sûr, c'est lundi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampeni pour Langue Fourchue, ça sera tout à l'heure. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso avec une nouvelle équipe de réalisation. Mais n'oubliez pas, c'est toujours la même mission puisque nous voulons vous apporter de l'information, de la découverte dans la bonne humeur. Installez-vous bien, nous partons tout de suite et maintenant à Motili pour justement découvrir le musée de l'eau. Alors, direction environ 30 km de Ouagadougou pour découvrir le musée de l'eau. Je vous le disais en introduction, nous sommes en avril, donc qui parle d'avril parle aussi de canicule et parle surtout de coupure d'eau. Et nous avons décidé de vous ramener connaître l'histoire du musée de l'eau. Le musée de l'eau qui valorise ce liquide précieux qui est justement l'eau. Alors, cette semaine, nous avons décidé de vous parler de ce musée qui valorise l'eau. Rappelons que le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila. Mais de nos jours, le musée de l'eau s'est déplacé du moins dans le quartier appelé Motili, c'est dans le village de Kouada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel, donc l'aspect matériel en lien avec l'eau et puis bien sûr la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'assainissement et bien sûr l'hygiène. Vous verrez également l'eau, les toilettes et les citations en lien avec ce thème. Il y a également la vitrine des femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par la femme le long donc, du chemin à parcourir pour avoir l'eau, les canaries, les bidons qu'elles utilisent notamment. La vitrine de la promotion des droits humains, également la vitrine en rapport avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve les différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours. La vitrine en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie, pour ne citer que ces quelques vitrines. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau, donc ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher comme les canaries, les pompes, les bidons et bien sûr les forages. D'un côté, il valorise également le côté immatériel en lien avec l'eau, ce qui explique l'existence sur le musée des pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations et des chants en rapport avec l'eau. Ce musée à ciel ouvert a pour principal objectif de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon son promoteur Alassane Samoura.
La difficulté principale reste la question financière. Pour lui, le musée n'a pas de financement pour son entretien et l'État ne l'accompagne pas dans l'entretien de ce musée. Il s'occupe lui-même de la collecte des objets du musée. Ces dernières années, le musée reçoit moins de visiteurs suite à la crise sécuritaire et sanitaire qui est d'actualité au Burkina. L'autre grande difficulté, selon toujours son promoteur, est la question foncière, car une partie de la parcelle du musée de l'eau non couverte donc a été délimitée et vendue à des promoteurs immobiliers. Une affaire qui est en justice selon Alassane Samoura, même si pour obtenir ce terrain qui sert aujourd'hui de musée de l'eau, ce dernier a eu l'aval du chef du village. Alassane Samoura souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée de l'eau, car le musée de l'eau appartient à tous les Burkinabés, dit-il. C'est un patrimoine mondial qu'il faut protéger. Le musée est ouvert tous les jours à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Il suffit tout simplement de vous rendre à Moutili. Il faut rappeler que c'est à Kouada, à quelques trentaines de kilomètres donc de Ouagadougou, pour visiter le musée de l'eau. Le musée de l'eau dont le promoteur est Alassane Samoura. Et nous vous invitons tout simplement à ce musée pour la rubrique à la découverte de cette semaine. Et tout au long de cette semaine, vous allez avoir les témoignages de son promoteur, mais également des guides que nous avons rencontrés sur le terrain. Merci à l'équipe technique qui était bien sûr au musée de l'eau avec nous. Je vais saluer en passant donc Amadou Ouedraogo, Emilienne Ilboudo et puis bien sûr Laura, la chargée de production de cette émission. Et moi-même, comme vous avez pu le voir à travers ces images, nous avons appris à puiser l'eau. Parce que oui, à puiser, à porter l'eau et bien sûr à retracer un peu la corvée d'eau de ces femmes qui sont dans les zones rurales. Merci à vous de votre attention. Et puis, nous allons continuer avec cette émission, mais en attendant, nous marquons une petite pause musicale, le temps d'installer Rachid Assad Zongo, qui sera là pour partager les informations avec nous. Le titre de cette chanson, c'est Sois loué. Occasion pour nous de souhaiter encore bonne fête à Pascal, donc à tous les fidèles catholiques qui nous suivent présentement. Hier, vous avez justement fêté, bien sûr, cette fête de Pâques. Et puis aujourd'hui, nous en parlons d'ailleurs dans la rubrique Revue de presse, puisque Rachid revient sur cette information. Nous sommes d'ailleurs lundi de Pâques, donc férié pour ceux pour certains, voilà. Parce que oui, c'est férié pour tout le monde, mais je vais dire certains travaillent, mais d'autres se reposent, c'est ça. Et puis bien sûr, nous parlerons aussi d'autres sujets moins gais. Il s'agit notamment de l'insécurité. Et tout ça, ça sera dans la rubrique Revue de presse. Lundi, donc, nous sommes avec Monsieur Zongo pour la revue de presse. Bonjour Rachid. Abdeta, bonjour à toi et bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, nous débutons la revue. Déjà, on va souhaiter bonne fête à toutes celles et tous ceux qui nous suivent actuellement, qu'importe où soit-il ou où soit-elle. Très bonne fête Pascal, et Dieu fasse en tout cas que la paix tant recherchée, la sécurité tant recherchée puisse arriver et vite. Amen. Voilà. Il faut rappeler que les journaux papier ne paraissent pas aujourd'hui parce que c'est férié, comme je le disais, mais Rachid a bien sûr récolté des informations en ligne pour nous. Tout à fait. Des informations en ligne. Et le premier site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Alors, à travers ce site, quelques sujets. Le premier sujet, Pâques 2022, pensée spéciale du président du Faso. Et il confie, je cite, pour ceux qui sont contraints de célébrer cette fête loin de leur famille. Le chef de l'État qui a une pensée à l'endroit, on va dire, des VDP, donc des volontaires pour la défense de la patrie, des FDS, donc des forces de défense et de sécurité, mais également des déplacés internes, qui sont à la fois loin, on va dire, de leur famille, mais également de leur domicile. Autre sujet, Pâques 2022 toujours, au Burkina, le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issa Kassourema, exprime son soutien à la communauté chrétienne. Au Burkina Faso, propos de Oscar Serafenki de l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina, en abrégé AJ2BF, il confie, je cite, « On doit quitter le précaré français, sinon on ne sera rien. » Voilà. Autre sujet, Kaya, un incendie ravage plusieurs boutiques au marché central. Secteur du miel, des acteurs à l'école de la professionnalisation. Et pour achever, avec www.lefaso.net, entrepreneuriat au Burkina, l'Union des entrepreneurs du Burkina, UDEB,
est né. www.infoacat.net à présent. Et on apprend avec ce site qu'à Bobo Dioulasso, pas de pénurie ni d'augmentation du prix des hydrocarbures. C'est selon le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, qui confie que les stocks au niveau de la Sonabi sont suffisants. Parce que on a eu dire à travers justement la toile qu'il y a de pénurie, notamment d'hydrocarbures du côté de Bobo Dioulasso. Le ministre en charge du commerce précise qu'il n'en est rien. Célébration de la messe de Pâques, le président de l'Assemblée législative de transition en communion avec les détenus de la MACO. Et pour achever avec www.infoacat.net, Bertrand Traoré décroche une licence en gestion d'entreprise de l'école de commerce de Lyon, c'est en France. À tout à nous poursuivons et nous achevons pour l'information locale en ligne avec www.minute.bf. Alors ce site traite 3 terroristes abattus par des VDP, donc des volontaires pour la défense de la patrie, à Bassé, c'est dans la commune de Boulzanga. Litige foncier, des habitants de Zekunga sommés de déguerpir. Une ambulance de Mani retirée par des hommes armés sur l'axe Kaya-Dori. Et pour achever, sécurité, 2 policiers tombés sur l'axe Kaya-Dori. À tout temps, nous poursuivons et nous achevons avec l'actualité hors de nos frontières, mais on reste sur le continent africain. Et le premier pays qui nous entretient, c'est la Guinée. Et on apprend qu'un recensement général de la population va précéder les élections qui sont en vue. Au Nigeria, des hélicoptères d'attaque et autres équipements militaires achetés aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Au Mali, la famille d'Olivier Dubois, Olivier Dubois qui est, on va dire, ce journaliste français qui a été enlevé il y a 1 an du côté de Gao, précisément dans la région du nord du Mali, par le GSIM. Voilà. Donc la famille d'Olivier Dubois demande l'ouverture d'une instruction sur son enlèvement. En Côte d'Ivoire, spatiagov.ci et un numéro vert, ce sont les nouveaux outils de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. En Centrafrique, on apprend au moins une dizaine de civils tués dans l'extrême nord. En Somalie, le Parlement se prépare à élire son président. En Zambie, les populations crient face à la hausse du prix du carburant. En Tunisie, un navire marchand transportant 750 tonnes de gasoil coule au large de Gabès. Au Rwanda, signature d'accord avec l'Angleterre pour accueillir des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités. Et pour achever, pour l'actualité hors de nos frontières, c'est en Afrique du Sud que nous prenons fin. C'est le déblayage après les inondations qui ont fait plus de 400 morts. Voilà ce qu'on avait comme actualité à partager, non seulement en ligne, mais également hors de nos frontières. Merci à toi, Rachid. Et puis, bien sûr, l'actualité phare qui a marqué ce week-end, c'est bien sûr la célébration de la fête pascale. Et nous en parlons aujourd'hui. C'est bien cela, Abzeta, on va dire une fête, fêtée, si je peux le dire ainsi, dans une certaine sobriété. En tout cas, ce que nos équipes ont pu voir sur le terrain, c'est bien cela, une certaine sobriété. Et pour ce qui est déjà des populations, on a pu constater qu'au niveau de Ouagadougou, la fête, entre guillemets, n'était pas grandeur nature. Les familles se sont réunies entre elles, avec à côté, on va dire, des voisins, des amis, des collègues, etc., etc. Mais on a senti véritablement cette sobriété, en lien forcément, on va dire, avec la situation actuelle, marquée par l'insécurité notoire. Et on a pu constater aussi que pratiquement dans les lieux de culte, le message fort, c'était bien sûr la paix, des invocations pour bien sûr que la paix, la sécurité reviennent sur l'ensemble du territoire burkinabé. D'ailleurs, pour ce qui est de nos prochaines éditions, en termes d'information, on reviendra justement là-dessus. Autre également point à relever par rapport à cette célébration de la fête pascale, on a pu constater que nos autorités ont été du côté de la population. On prendra l'exemple déjà pour ce qui est du président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Togueni, qui a été du côté de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, donc la MACO, aux côtés, on va dire, du monde carcéral de façon générale. Et c'est là-bas justement qu'il a fêté la fête pascale, aux côtés justement des détenus. En plus de lui, il y a bien sûr le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui a été du côté de Barsalgo, dans le centre nord, mais également au niveau du Sahel,
précisément à Djibo, on va dire aux côtés des troupes. Et là-bas, précisément, il est revenu notamment sur les actions qui sont entreprises par les différentes troupes, en les félicitant pour le travail quotidien qu'ils abattent. Il a expliqué aussi, on va dire, sa vision de la lutte contre justement le terrorisme, comme on le sait, basée sur deux pôles essentiels, qui est l'offensive militaire, mais à côté de cela aussi, la mise en place, on va dire, de comités de dialogue pour notamment les personnes qui désirent dialoguer, donc qui sont disposées à dialoguer. Et bien entendu, il n'a pas hésité, on va dire, à inviter l'ensemble des troupes à faire preuve de cohésion, faire preuve de solidarité, de discipline pour que l'on puisse atteindre en tout cas les objectifs recherchés. Bien entendu, c'est un échange qui s'est achevé avec bien sûr, on va dire, le recensement des difficultés qui sont rencontrées par les différentes troupes sur le terrain. Et il a rassuré justement ces troupes-là que déjà des actions sont entreprises pour que, en tout cas, ces troupes-là mènent à bien, on va dire, leur mission sur le terrain. Donc là-dessus, voilà ce qu'on peut dire assez rapidement de ce qui s'est passé, entre guillemets, pour ce qui est de la fête pascale. Non seulement au niveau de la population, mais aussi ce qui a été de la part, en termes de responsabilité, et de nos autorités de la transition. Oui. Globalement, on ne dira pas que c'est à saluer. Ça rentre, on va dire, un tant soit un peu dans ce que l'on vit comme réalité de façon générale. Et je pense que bien avant la fête pascale, les musulmans, depuis vendredi dernier, avaient également, à travers la prière du vendredi, également répondu à l'appel, on va dire, du gouvernement, notamment la prière des 72 heures. Des 72 heures, voilà. Les musulmans également l'ont fait depuis vendredi dernier. Et par la suite, c'est la communauté chrétienne de façon générale. Et on espère en tout cas que ce sont des prières qui vont contribuer véritablement à ce que la paix puisse revenir au Burkina Faso quand on en a tant besoin. Bien sûr. Une fête dans la sobriété, comme tu l'as dit. Et peut-être l'autre aspect aussi que je vois, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment la situation sécuritaire qui est là. Les gens n'ont pas forcément la tête à la fête. Et puis, bien sûr, ça se comprend. En principe, on compatit donc, avec nos frères qui sont en difficulté aujourd'hui. Mais l'autre aspect qui est important aussi, c'est la cherté de la vie actuelle, Rachid. C'est bien. Tout coûte cher tellement sur le marché. Et j'ai l'impression que, comme le disent très souvent les gens, l'argent ne circule pas. Ça veut dire qu'on est en difficulté, pratiquement, les sociétés sont en difficulté, les employés également, il n'y a pas d'argent. Et puis bien sûr, à côté de ça, non seulement il n'y a pas d'argent actuellement, à côté de ça, tout coûte cher. Donc finalement, vous réfléchissez deux fois vraiment avant de fêter. Bien sûr. Même si la situation n'était pas comme ça, je ne suis pas sûre que si on se basait que sur la cherté de la vie et puis l'inexistence ou l'absence en tout cas de l'argent actuel, les gens allaient fêter. Tout à fait, Abzeta, c'est bien vu. On dira que la mère des difficultés aujourd'hui, c'est l'insécurité. Avec pour corollaire, de façon tentaculaire, la baisse du pouvoir d'achat. Oui. Et cela se ressent pratiquement sur toutes les couches de la société. Quand vous prenez, on va dire, les fonctionnaires, ce n'est guère simple. Quand vous prenez ceux qui sont dans le privé, c'est bien plus difficile. Il y en a qui n'ont pas de salaire, ou il y en a qui sont en arriéré de salaire, etc., etc. Donc, pour dire que... les sociétés elles-mêmes disent qu'il n'y a pas l'argent. Ben bien sûr, voilà. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la situation est véritablement préoccupante. Et comme je dis, la mère des soucis, qui est l'insécurité, doit nécessairement trouver sa solution. Et voilà pourquoi j'insiste sur le fait que aujourd'hui, et malheureusement, c'est ce que chaque fois je ne cesse de dire, on va dire le lundi sur ton plateau, il faudrait en tout cas que la question sécuritaire fasse de plus en plus, on va dire, l'ordre d'action plutôt que des discours. Oui. Voilà. C'est vrai que les visites sur le terrain qui sont menées, notamment à travers les autorités, ça aide notamment pour aider moralement les troupes, mais je pense que bien au-delà, il faut agir assez vite. Voilà, parce que c'est surtout ce qui est important. On a pu voir courant la semaine écoulée, notamment à travers la toile, une circulaire, une note en tout cas, qui faisait état
du refus d'aller sur le terrain d'une troupe. Voilà. On va faire attention vraiment à cette note, Rachid, voilà, parce il faut que faire pour le moment, tout à fait. Mais ça fait partie. C'est pas authentifié. Ce n'est pas c'est bon d'en parler parce que, un, ce n'est pas authentifié. D'ailleurs, même l'autorité n'est pas sortie pour en parler. Et je ne pense pas que ce genre de note-là puisse justement fuiter. Donc là-dessus, il faudrait que l'autorité soit davantage regardant par rapport à tout cas ce qui est communication rentrant justement dans ce cadre. Parce que ce sont des éléments parfois qui peuvent être préjudiciables. Un temps soit peu, si on ne prend pas en compte ces aspects-là, ça va saper ce qui est déjà entrepris sur le terrain. Parce qu'il y a le regard de la population qui se dit, ah, à travers cette note-là, même si on ne dit rien, voilà, pour démentir, est-ce qu'au niveau des troupes, c'est la réalité ou ce n'est pas? On est, entre guillemets, perplexe. Et ce n'est pas justement... C'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Donc, je pense que en amont comme en aval, nos autorités doivent réfléchir et mûrir la réflexion pour ce qui est de la lutte contre justement le terrorisme. Ça se fait sur le terrain, mais également, ça prend en compte d'autres terrains que sont notamment les réseaux sociaux, qui aujourd'hui constituent également un terrain propice à la divulgation facile de fausses informations et qui peut justement induire de nombreuses conséquences et malheureusement dommageables. Donc, je pense que sur ce champ-là, en tout cas, nos autorités doivent être davantage regardants parce que c'est un endroit sensible, c'est un endroit vulnérable, à la fois pour nos troupes, mais également pour la population. Bien sûr. Et on est tombé carrément dans le sujet de l'insécurité à travers justement ces commentaires. Et puis voilà, malheureusement aussi, c'est toujours des attaques. C'est bien cela, Abzeta. Dommage que l'on soit encore, on va dire, contraint de parler insécurité. On a pu relever que le week-end écoulé, en tout cas, les personnes qui, entre guillemets, se font en tout cas spécialistes de l'insécurité pour en tout cas endeuiller les populations, n'ont pas chômé. Des attaques ont eu lieu comme tu l'as dit. Je citerai par là ces deux policiers qui ont perdu la vie. Une équipe du groupement des compagnies républicaines de sécurité, donc la CRS de Ouagadougou, qui a été la cible, on va dire, d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Je précise que l'équipe se rendait pour une relève sur le site minier de Taparco, précisément le samedi dernier. C'est dans la commune de Piscilab que l'attaque a eu lieu. Et malheureusement, il y a eu 2 policiers morts qui sont tombés, donc, et également des blessés. Ça, c'est un cas. L'autre cas, on a pu voir aussi que sur le tronçon, pratiquement donc dans la même zone, Piscila-Tougouri, précisément dans la Yanya, qui relie, on va dire, l'axe Kaya-Mani, des hommes armés ont également perpétré une attaque où ils ont retiré l'ambulance du district sanitaire de Mani. Voilà. Et là également, ça a eu lieu le samedi dernier, donc toujours le week-end. Et le même samedi toujours, on a appris que sur l'axe Pau-Dakola, nous sommes dans le centre-sud, des individus ont braqué des véhicules de marchandises appelés véhicules de tomates. Voilà. Et malheureusement, une personne a perdu la vie, une femme. Et il y a eu également, je pense, 2 blessés qui ont été directement conduits dans leur pays d'origine qu'est le Ghana. Voilà. Et pour achever, des hommes armés ont incendié, on va dire, au cours de la semaine dernière, la préfecture de Bilanga et saboté des antennes de télécommunications. Voilà. Ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres. C'est encore, comme je l'ai dit, rappeler que véritablement, ces personnes, comme je l'ai dit, qui se font spécialistes de l'endeuillement des populations, ne chôment pas. Et il faudrait que, également, pour ce qui est de nos troupes, que l'on puisse sentir également qu'elles ne chôment pas. Les actions doivent être plus que les discours. Et je pense qu'aujourd'hui, si le chef de l'État nous a dit qu'il nous donne 5 mois, ou du moins s'il se donne 5 mois, pour nous revenir par rapport justement aux résultats, je pense que même si on est impatient, mais en même temps de façon légitime, je pense qu'on doit encore ressentir plus les actions sur le terrain.
Aujourd'hui, quand on regarde un peu les localités où ont lieu ces attaques, ce sont des localités que l'on considérait, entre guillemets, comme étant légèrement ou semi-stables. Voilà. Aujourd'hui, c'est pratiquement comme si c'est devenu des bastions pour, on va dire, les personnes qui commettent en tout cas ce qui est irréparable. Donc, c'est juste rappeler les uns et les autres à la nécessité d'agir et vite. Et on espère en tout cas que pour ce qui est de l'action sur le terrain, on pourra avoir des informations qui nous confortent et qui nous rassurent que des choses sont menées sur le terrain et qui donnent l'espoir surtout aux populations. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Ouagadougou, aujourd'hui, la capitale, accueille de plus en plus de déplacés internes. Bien sûr. Voilà. Ça se constate au niveau des feux tricolores, ça se constate au niveau des marchés Zéya, ça se constate au niveau pratiquement à tout bout de rue. Et malheureusement, c'est une situation qui n'est guère reluisante quand on sait qu'avec cela peut encore engendrer d'autres situations malheureusement dommageables, notamment le banditisme, la prostitution et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, nos autorités sont interpellées sur la nécessité d'agir et, comme je dis, vite. Merci à toi, Rachid. Merci, Abzeta. Directeur général de la SONAGES. On se retrouve juste après ça. Notre invité du jour est M. Amadé Belem. Il est le directeur général de la SONAGES, la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire. Bonjour à vous, M. Belem. Bonjour, Madame Nikiema. Bonjour à toute l'équipe de Savane Média. Merci à vous. Bonjour encore et bienvenue sur notre plateau. On parle de sécurité alimentaire avec vous. On parle surtout donc des mesures prises par le ministère du Commerce et puis bien sûr en collaboration avec la SONAGES, les paysans pour justement pallier à cette crise alimentaire qui s'écoule au Burkina avec justement la hausse des prix des céréales. Mais pour commencer, on va découvrir plus votre structure, la SONAGES. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le travail de la SONAGES? Merci, Madame Nikiema. Avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci et saluer en tout cas le travail que toute l'équipe de Savane Média abat tous les jours pour les Burkinabés en matière d'information. Alors, ceci dit, la SONAGES, qui est la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, est née des cendres de l'OFNACER, l'Office national des céréales, et la SONAGES a été créée en juin 1994. Et ses missions sont de gérer le stock national de sécurité alimentaire, le stock d'intervention, le stock de commerce de régulation, les aides alimentaires, de gérer également les informations, le système d'information sur le marché local des céréales au Burkina Faso. Je dis en passant que nous avons 64 marchés que nous couvrons. Okay. Et chaque jour, nous envoyons les informations que nous traitons et nous faisons diffuser à la RTB et chaque vendredi soir. Et nous avons également d'autres prestations qui sont le traitement des phytosanitaires des stocks et d'autres prestations également. Voilà succinctement, en tout cas, décrire les missions de la SONAGES. Maintenant, comment la SONAGES collabore avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et notamment les paysans? Comment vous travaillez? Très bien. Alors, la SONAGES, c'est une société d'État qui a, en tout cas, qui a le ministère de l'Agriculture, le ministère en charge de l'agriculture comme tutelle technique, okay. Et la tutelle de gestion, c'est le ministère du Commerce. Alors, avec le monde paysan, ce sont nos partenaires. Nous travaillons ensemble, surtout pour l'acquisition des stocks de céréales. Donc, entre les trois structures, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, généralement, quel est le stock de céréales que vous gérez à la SONAGES? Alors, nous avons la nature des céréales, vous voulez dire? Oui, la nature des céréales. Alors, nous mettons à la disposition
de la population dans les points de vente à prix subventionné du maïs, du mil et du sorgho. Et ce sont un sac de 50 kg. Donc le mil, le maïs et le sorgho. Oui. Et vous avez parlé de subventions. En général, c'est à combien pour cent que l'État subventionne justement les sacs de céréales de la SONAGES? Merci. Alors, il faut dire que le mil, le maïs et le sorgho sont vendus dans des sacs de 50 kg. Et le sac de 50 kg coûte 6 000 francs CFA. Et si vous voyez sur le terrain, sur le marché, ces sacs de 50 kg vont de peut-être 13 000 à 15 000, souvent 17 000 francs CFA le sac. Donc si vous imaginez, ça peut plus de 50 à 60% de subventions que l'État, en tout cas, fait sur ces céréales. D'accord. Alors maintenant, nous assistons aujourd'hui à la cherté justement des prix donc des céréales sur le marché. Et puis, on parle aujourd'hui de flambée du prix du maïs, du sorgho et du haricot, du riz, même si il y a certaines céréales que vous ne gérez pas forcément, mais on assiste en général à la hausse des prix de ces céréales-là. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, merci Madame Nikema. Vous voyez, quand la demande est forte, alors forcément, la quantité, l'offre devient faible. Et quand l'offre devient faible, la demande est très forte, le prix augmente. Cela est dû en partie, ou en tout cas presque, je dis presque, parce que nous savons que nos populations, dans les zones difficiles, dans les zones d'insécurité, n'ont pas pu travailler. En plus de cela, il y a également la pluviométrie qui a été mauvaise dans beaucoup de régions, puisque le rapport de cadre harmonisé a ressorti cette situation en classant les provinces déficitaires. Il y a 20 provinces qui sont déficitaires. Il y a 6 provinces, en tout cas équilibrées, et nous avons 19 provinces qu'on peut dire excédentaires. Mais si vous prenez l'ensemble du pays, il y a un déficit de 539 000 tonnes qui manque. Et on peut dire que ce prix qui a augmenté ou le manque de stock sur le territoire national peut également s'expliquer par la sortie frauduleuse également de ces céréales vers d'autres pays. Il est vrai que l'État a mis des dispositions pour éviter ces sorties. Et actuellement, même l'exportation de ces céréales-là sont interdites. C'est ça que je dis, je venais. L'État a mis en tout cas a essayé de prendre des dispositions pour éviter cette sortie. Mais convenez avec moi que dans de pareilles situations, on peut pas, le risque zéro n'existe pas. Certainement qu'il y a des fraudes, même en petite quantité. Même tout cela contribue également à l'augmentation des prix. Alors, Monsieur Belem, on va suivre un élément qui a été réalisé par la rédaction de Savane Média sur justement les céréales, les boutiques témoins. On va suivre un élément de Daouda Yamerou et on revient pour la suite de l'entretien. Depuis l'année dernière, les prix des céréales comme le maïs, le mil et le riz connaissent une hausse. Le prix du maïs, lui, a complètement doublé. Il passe de 400 francs CFA à 800 francs CFA le plat appelé Yoruba. Une hausse accentuée par la fermeture des boutiques de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES. Selon Tassere Kwanda et Agaratu Sampaligré, habitants du quartier Pâte d'Oie dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, la boutique de la Pâte d'Oie est fermée depuis bien longtemps maintenant. Avant, nous pouvions avoir le sac à 6 000 francs, mais cela fait environ 5 à 6 ans qu'elle a fermé ses portes ici à Zemporsko. Mais cette année, la SONAGES n'est même pas venue là-bas aussi.
Les 6 000 francs étaient chers pour nous. Voilà que maintenant nous devons débourser entre 25 000 francs et 30 000 francs CFA pour un sac. Nous demandons aux autorités d'ouvrir à nouveau les boutiques. Le maïs là, vraiment c'est cher. Ça au marché de Sankariari, au moins 22 500. Je demande si on pouvait baisser un peu le prix des céréales, là, ça allait nous arranger. Si avec les boutiques de Sonagès, là, vraiment, ça pouvait nous aider. Dans l'arrondissement 6, Dame Adissa Idani pointe du doigt l'insécurité. Il y a de cela 4 ans que nous avons vu la Sonagès. Ces boutiques sont installées derrière, vous verrez qu'elles sont fermées. Elles nous aidaient beaucoup avant, surtout nous les veuves. Tu pouvais y acheter un sac de maïs sans souci. Mais actuellement, c'est compliqué. Le maïs est devenu inaccessible. On paye juste la farine à 500 francs pour manger avec les enfants. Rappelons que dans un communiqué daté du 23 février 2022, le secrétaire général assurant l'intérim du ministère en charge du commerce a suspendu l'exportation de la farine de maïs, de mil et de sorgho pour atténuer les effets de la crise alimentaire. Alors, un élément signé Daouda Yamego, il faut dire qu'on a réalisé cet élément il y a à peu près 2 mois pratiquement. Sinon, les prix, bien sûr, des céréales augmentent toujours. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, il y a un ministre, bien sûr, du commerce. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais nous sommes pour le moment avec le directeur général donc, de la Sonagès. Vous avez écouté les témoignages dans cet élément. Il y a des boutiques témoins qui sont là, mais fermées il y a 1 année, il y a 4 ans. Pourquoi cela? Merci, Madame Nikema. C'est vrai, il faut qu'on explique comment ça se passe à la Sonagès, comment l'ouverture se fait. Alors, c'est le gouvernement qui décide de se mettre ou d'aider la population à sortir de ces difficultés. Et donc, le gouvernement décide d'ouvrir ces points de vente à prix subventionnés pour vendre des céréales subventionnées pour aider la population à se nourrir facilement, avec un prix acceptable, abordable. Alors, l'ouverture se fait de quelle manière? Nous, comme je venais de dire ici, qu'il y a le rapport de cadre harmonisé qui détermine chaque fin de saison, qui donne un rapport, qui donne une liste de priorisation, qui priorise les zones à fort besoin alimentaire. Et selon cette liste, nous ouvrons progressivement ces points de vente. Donc, cette année, le gouvernement a instruit d'ouvrir dans toutes les communes de Burkina Faso des points de vente à prix subventionnés. C'est vrai, j'ai écouté certaines dames qui disent que ça fait 4 ans la boutique Sonagès n'est pas ouverte. En fait, nous nous adressons aux maires des arrondissements et des communes qui nous déterminent, qui nous donnent des magasins ou des lieux à ouvrir. Alors, cette année, on peut l'ouvrir à un autre point. Et si l'an prochain, ce point n'est pas disponible, le maire de l'arrondissement ou de la commune peut nous trouver un autre endroit pour ouvrir, en tout cas, ce point de vente à prix subventionné. Donc, souvent, la population, s'il n'y a pas de communication, c'est normal qu'ils se plaignent. Parce que, effectivement, on a l'habitude d'ouvrir à ce point, et cette fois-ci, c'est fermé. Mais c'est ouvert. C'est ouvert quelque part dans un autre secteur? Certainement dans la commune. Dans la commune. Voilà, parce que c'est le maire qui détermine, en tout cas, le point, qui nous donne l'endroit, c'est gratuit. Il nous met à la disposition, en tout cas, de ce magasin gratuitement que nous ouvrons pour mettre ces céréales. Et donc, ce qu'on veut comprendre aussi, est-ce que les boutiques Sonagès, les boutiques témoins sont ouvertes à tout moment? Ou bien c'est vraiment une période donnée où vous vous implantez pour peut-être 6 mois, 1 année, après vous partez, ou bien régulièrement vous êtes là? Merci Madame Nikema. En temps normal, c'est au moment de la période de soudure que l'État met à la disposition de la population vulnérable, en tout cas des céréales à un prix subventionné. C'est-à-dire entre juillet jusqu'en décembre. Donc nous ouvrons
en temps normal, je dis, de juin, juillet jusqu'à décembre. Et le 31 décembre, nous arrêtons pour faire un bilan, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut refaire, il faut faire pour améliorer en tout cas cette gestion. Et donc, mais cette année, nous avons ouvert, même avant la période de soudure, le gouvernement a donné instruction d'ouvrir. Et nous avons réfléchi en voulant pérenniser cela, en créant un projet qui va gérer ces boutiques témoins permanemment. Donc il n'y aura plus de fermeture au 31 décembre de l'année. Ça sera continuel pendant 5 ans, renouvelable. Sinon, pour le moment, c'était d'ouvrir pendant une période, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous aviez aussi un stock délimité? Ça veut dire qu'on vous donne un certain stock à gérer. Passé ce délai, vous n'avez plus forcément de céréales à la disposition de la SONAGES. En fait, ce sont des statistiques. Il faut calculer. Et quand nous disons que cette année, nous allons ouvrir sur l'ensemble du territoire, toutes les communes, c'est-à-dire avec les arrondissements des grandes villes, nous avons 391 points de vente à prix subventionné. Et si nous mettons 40 tonnes par point de vente et par mois, vous voyez comment on a déjà la quantité, en tout cas, à mettre dans ces points de vente. Et donc, nous écrivons, nous faisons un projet, nous travaillons, le gouvernement instruit au ministère concerné, l'agriculture, le commerce, les finances, pour trouver en tout cas les moyens pour acquérir ces stocks, pour mettre dans les points de vente à plus subventionnés, pour soulager la population. Maintenant, avant d'aborder tout à l'heure le prix et les conditions pour justement avoir ces céréales, on va s'intéresser à l'actualité puisque le ministre du Commerce a justement annoncé l'ouverture ou la réouverture en tout cas de ces boutiques témoins-là un peu partout au Burkina. Est-ce que déjà même on a combien de boutiques témoins sur le territoire national? Alors, merci. Nous avons lancé l'ouverture officielle à Ouéga le 8 avril 2022. Et nous suivons, comme je vous disais tantôt, il y a le rapport du cadre harmonisé qui donne une liste par priorité au niveau des régions, au niveau des provinces que nous suivons. Il y a une première liste de 61 points de vente à prix subventionné et priorisée que nous suivons actuellement. Donc l'ouverture est progressive. C'est-à-dire ce n'est pas le même jour que tous les points de vente, les 391 points de vente sont ouverts. 391 points de vente. Ça c'est pour tout le territoire. Mais c'est peu, non? Pour tout le Burkina? Toutes les communes sont prises en compte. Au Burkina, nous avons 351 communes, je pense. Si je me trompe pas. Si on devrait maintenant repartir en si nous population sommes à 391, oui, c'est qu'on a dépassé le nombre de communes. C'est ça, je disais, que dans les grandes villes, nous ouvrons dans les arrondissements, on tient compte des arrondissements. Donc voilà pourquoi nous sommes à 391 points de vente. Donc c'est progressif. Alors actuellement, nous avons commencé au niveau du nord et nous sommes en train d'approvisionner également au niveau du Sahel et le centre-nord également. Donc c'est progressif. Nous avons une première liste de 61 points de vente que nous sommes en train d'approvisionner. Ça veut dire que pour l'heure, pour les grandes villes comme Ouagadougou ou Oudjulasso, ce n'est pas encore effectif? Pour Ouagadougou, nous avons commencé les communes rurales d'abord. Les 6 communes rurales seront en tout cas dotées ou approvisionnées à partir du 19 avril 2022. Donc vous pourrez vérifier en tout cas l'effectivité de ces ouvertures des points de vente à prix subventionné à partir du 19 avril. 19 avril. Oui. À Ouadouguia, quand vous avez justement fini le lancement notamment donc, de l'ouverture de ces boutiques témoins-là, après quand on a regardé un peu au niveau de ces boutiques, on voyait que c'était déjà beaucoup de personnes qui étaient alignées pour avoir ces vivres-là. Ça veut dire que bien sûr, le besoin était là. Donc la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un stock suffisant pour quand même permettre aux Burkinabés d'avoir ces céréales? Est-ce qu'il n'y aura pas manque à un moment donné? Merci, Madame Nikema. Il faut dire que le gouvernement fait des grands efforts
pour appuyer. En fait, c'est un appui, c'est une contribution de la part du gouvernement. Sinon, s'il faut, puisqu'on disait que le déficit était de 539 000 tonnes, si le gouvernement, en tout cas, ce n'est pas les 539 000 tonnes que le gouvernement doit mettre à la disposition de la population, mais une contribution, un grand effort, parce que nous avons conçu un plan de riposte à cela, dans l'ordre de 100 000 tonnes. Donc, vous voyez que c'est une contribution, une grande contribution, une contribution en tout cas appréciée. Mais le gouvernement continue avec ses partenaires financiers et techniques, effectivement, à la recherche toujours des moyens pour augmenter en tout cas ces quantités au niveau des points de vente. Les quantités. C'est vraiment bien de parler justement de ça, parce que la préoccupation aujourd'hui de bon nombre de Burkinabés, c'est vrai, quand on vous dit que les boutiques témoins seront ouvertes, oui, il y a cette joie-là quand même d'aller se procurer ces céréales à coût subventionné, mais l'autre inquiétude derrière, c'est que est-ce qu'on aura assez donc pour servir la population, parce qu'après, il ne faudrait pas aller dans ces boutiques qui pourront vous dire, la boutique est là, ouverte, oui, les agents sont là, mais il n'y a pas justement de céréales pour donner donc à la population. Est-ce que quelque part, même s'il y a manque, le gouvernement peut aller jusqu'à peut-être acheter des céréales à l'extérieur pour compenser? Oui, tout est, merci Madame Nikema, tout est envisagé, hein. L'acquisition à l'intérieur comme à l'extérieur, tout est sur en tout cas, la table. L'État réfléchit à toutes ces voies, en tout cas pour satisfaire la population, aux besoins de la population. Il faut se dire qu'au niveau national, comme il y a eu la mauvaise pluviométrie, et également l'insécurité qui a fait que les gens n'ont pas pu travailler, il y a eu un déficit de 539 000 tonnes. Donc, si vous essayez de prendre, même si c'est 100 000 tonnes au niveau national, vous voyez quel trou vous créez. Et donc, je pense que l'État a vu cela depuis longtemps et il a instruit de réfléchir à comment importer des céréales de d'autres pays vers le Burkina Faso pour compenser en tout cas ce manque. On va s'intéresser maintenant au prix, parce que c'est important aussi que les téléspectateurs puissent savoir combien coûte par exemple le sac de maïs, du sorgho ou du mil au niveau des boutiques Sonagès. Merci Madame Nikema. Il faut dire d'abord, je reviens sur la procédure même de ces ventes au niveau des points de vente à ce prix subventionné. Il faut dire que beaucoup d'acteurs sont impliqués dans la gestion de cette opération, tels que l'équipe de la délégation spéciale, avec en tête le préfet, avec les CVD et d'autres personnes, d'autres acteurs. Et ce sont ces gens qui sont au niveau des villages et des communes, qui connaissent bien la population vulnérable, qui connaissent les commerçants, et donc qui peuvent aider à ce que l'opération atteigne la cible que nous avons, en tout cas la cible destinée. Alors, donc, nous vendons dans ces boutiques le sorgho, le maïs, le mil, le sac de 50 kg à 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA. Et chaque bénéficiaire a droit à un sac de 50 kg par mois. Ce qui fait que nous tentons d'impliquer beaucoup d'acteurs locaux pour éviter que, madame, vous venez aujourd'hui payer 50 kg, demain encore vous revenez, après-demain vous revenez, alors qu'il y a d'autres qui en ont besoin. C'est quoi, quand on achète, on fait une liste ou quoi? Vous amenez d'abord votre CNIB. D'accord. Votre CNIB, il faut résider dans le secteur ou le village. Il faut avoir 6 000 francs CFA. Il faut encore avoir votre nom sur la liste des personnes vulnérables que les CVD, les membres de la délégation spéciale ont identifié, et là vous avez votre sac. Et donc quand nous amenons la quantité, il faut un travail préalable d'abord. L'équipe communale et les CVD, ils font des répartitions. Si vous amenez 100 tonnes et il y a 5 villages, chaque village doit avoir 20 tonnes. Et donc dans le village, ils vont se réunir
ils connaissent bien les personnes vulnérables, ils feront une liste et donner des papillons à ces personnes pour avoir accès et pour éviter l'engouement, parce qu'il y a la maladie qui est là également. Donc il faut éviter quand même que les gens se contaminent. Donc on va éviter en même temps le désordre et la répartition sera très bien faite. Merci, madame. Monsieur Belem, on va s'intéresser au dernier aspect que vous avez cité. C'est bien de clarifier. Vous avez parlé de personnes vulnérables. Ça fait partie, c'est l'une des conditions justement pour acheter les céréales Sonagès. Qu'est-ce que vous appelez personnes vulnérables? Qui peut avoir justement accès aux céréales de la Sonagès? Merci, madame Nikiema. Et une définition de la personne vulnérable. On dit que c'est une personne qui est exposée à un ou à plusieurs facteurs risquant de l'exposer à la situation difficile d'insécurité alimentaire ou exposée en tout cas à la malnutrition. Voilà à peu près succinctement défini la personne vulnérable. Donc, ça veut dire que les céréales que vous disponibilisez, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les Burkinabés, je veux dire. Madame Nikiema, si nous prenons un exemple, est-ce que vous qui êtes là, c'est vrai, il y a le besoin, mais est-ce que c'est le même besoin que celui qui est à Seba ou à Gorom Gorom ou à Djibo actuellement? C'est vrai, le gouvernement veut satisfaire tout le monde. Mais il y a quand même des critères fixés pour bénéficier de cette subvention. C'est vrai, on sent le besoin partout, pour tout le monde. Mais comme tout le monde ne peut pas être, en tout cas, admissible à cette opération, on privilégie, quand même, on priorise. On va les plus, en tout cas, diminuer en montant. Et donc, je pense que vous ne serez pas la première à bénéficier de cette subvention. Par rapport, vous-même, vous allez refuser. On comprend bien, monsieur Belem, donc c'est vraiment ciblé. La couche vulnérable est plus ciblée pour justement ces ventes de céréales de la Sonagès. Et puis, peut-être on ne va pas dire les plus nantis, mais ceux qui s'en sortent mieux pourront peut-être aller acheter sur le marché, comme vous le dites. Maintenant, comment veiller au respect de cette mesure? Parce que vous avez dit c'est vraiment réservé à la couche vulnérable, mais comment veiller au respect donc concernant cette vente? On pourrait se retrouver avec non seulement des personnes qui en achètent assez pour peut-être revendre, ou on peut se retrouver avec des personnes qui font pas forcément partie de la couche vulnérable, mais qui arrivent à acheter. Comment vous faites pour justement assurer à ce niveau? Merci, madame Nikiema. C'est comme je disais, on a associé beaucoup d'acteurs dans cette opération. Et les gestionnaires également sont avertis. Il y a des règles qui sont établies. Et celui qui ne respecte pas ces règles sera en tout cas sanctionné. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des villages? C'est vrai, ce n'est pas tous les commerçants, mais il y a certains qui vont vouloir venir s'aligner pour acheter. Ou bien aligner les membres de leur famille oui, pour que pratiquement ils achètent et après stocker dans leur magasin. Merci. Et voilà pourquoi nous associons les CVD, l'équipe de la commune, l'équipe locale qui sont sur le terrain et qui connaissent bien les commerçants du village ou du secteur et qui connaissent bien les personnes démunies. En tout cas, et ceux-ci vont en tout cas permettre à ce que l'opération soit une réussite. C'est vrai, le risque zéro n'existe pas, mais il faut minimiser le risque, madame. Donc c'est dans ce sens que tous ces acteurs sont associés pour que l'opération, en tout cas, soit une réussite. Vous faites bien de parler de risque zéro qui n'existe pas, parce que vous avez parlé d'une gestion gérée par des gestionnaires de stock. C'est vrai, mais il reste quand même qu'il peut y avoir justement au sein de ces gestionnaires-là des personnes qui peuvent sous-traiter avec certains commerçants, on peut le penser, ou qui peuvent justement tourner ces vivres-là plus vers peut-être leur famille ou par affinité ou par camaraderie, tourner vers ces personnes-là au lieu de la cible vraiment voulue. Justement. Est-ce qu'il y a des contrôles?
Il y a des contrôles inopinés et ces gestionnaires sont bien informés de ce qui peut leur arriver au cas de fraude, en cas de fraude. Également, nous avons un numéro vert que nous mettons à la disposition de l'ensemble de la population et qui constaterait en tout cas des comportements qui ne sont pas normaux, de dénoncer en tout cas ces fraudes. Et comme je disais, le risque zéro n'existe pas, mais nous faisons notre mieux pour minimiser en tout cas ces risques. Et le numéro vert, c'est lequel? Vous ne l'avez pas... J'avais sur mon portable, je croyais que je pouvais utiliser le portable ici pour donner des formations, mais on m'a retenu en bas. Oui, bien sûr. Donc, voilà, donc, pour éviter les problèmes techniques notamment. Ce n'est pas grave, donc on a la possibilité justement d'approcher donc la direction de la SONAGES si vous êtes témoin notamment de non-respect donc des règles concernant la vente au niveau de ces boutiques témoins. Nous tirons vers la fin de notre entretien, Monsieur Belem. Aujourd'hui, on va vous permettre de laisser un message à l'endroit donc des populations. Peut-être les rassurer que d'ici là, on pourrait avoir les céréales de la SONAGES à coût subventionné. Merci, Madame Nikiema. Alors, ce que je demande, c'est que la population s'implique. Et chaque fois, je dis, on demande à cette population de nous aider à les aider en dénonçant ceux qui veulent, en tout cas, les utiliser pour acheter les céréales à un prix bas et puis les reconditionner pour les revendre à un prix très élevé. Et donc, c'est avec toutes les parties que nous pourrons réussir, en tout cas, cette opération. Et nous rassurons, en tout cas, à la population, aux autres communes, que chaque commune sera en tout cas apprisonnée en vivre à un prix subventionné. Merci, madame. Et le numéro vert que vous vouliez donner, c'est justement le 80 00 11, le 80 00 84. C'est ça. Donc c'est le 80 00 11 Merci madame, exact. 80 00 11 84 si vous êtes victime ou témoin donc du fait que des gestionnaires de stock au niveau de la SONAGES par exemple exploitent mal le stock ou refusent même de vous vendre. Pourquoi ne pas appeler pour comprendre pourquoi on refuse de vous vendre, surtout si vous êtes une personne vulnérable, puisque c'est la condition pour bénéficier donc de ces céréales de la SONAGES. Merci, nous avons épuisé notre temps. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Madame Nikiema. Merci à l'équipe de Savane TV. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Amadé Belem. Il faut rappeler qu'il est le directeur général de la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Il faut rappeler qu'il était là certainement pour rappeler la bonne nouvelle. Les boutiques témoins au niveau donc du territoire national seront ouvertes. Donc vous aurez certainement ces céréales à moindre coût, donc à coût subventionné, mais c'est surtout pour les personnes vulnérables parce qu'il a rappelé les conditions pour avoir accès à ces céréales. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons marquer une petite pause et on revient pour la suite. Donc, poursuivons avec l'émission du jour et puis après la rubrique invité du jour. Vous le savez, chaque lundi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené. Patrick Gampené à travers Langue Fourchue qui dépeint les faits de l'actualité avec satire. C'est vraiment une manière particulière à lui donc de dépeindre l'actualité. Suivons Langue Fourchue et on revient pour la suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Les délégués du peuple, comme le dirait notre verbeux ex-ministre de la Culture Sango, sont enfin assis. Ils ont même eu droit à leur premier contact en recevant le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration qui est venu leur exposer la feuille de route de son équipe. Si la désignation de ces représentants du peuple à l'Assemblée législative de transition a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que leur rang et qualité laissent plus d'un perplexe. De vieilles coquilles de la politique burkinabé qui, pour certaines, peinaient à
émergé, aux commerçants en passant par les élèves ayant durement et longuement usé leur fond de culotte sur les bancs, tout y passe. Si le président d'Amiba, dans le souci de donner une large représentativité au peuple, a opté pour une assemblée resserrée en se réservant bien entendu la désignation d'un certain nombre, le choix porté sur ce vieil élève étonne et fait sourire plus d'un. Il n'aurait pas fallu longtemps après le dévoilement de la liste de nos députés de transition pour que les réseaux sociaux se lâchent sur cet honorable élève député. En effet, de par son âge, pendant que ceux qui seraient nés la même année que lui sont pour les plus studieux et les plus chanceux inscrits dans nos universités et autres grandes écoles, on remarquera que monsieur affiche encore élève. D'où est-ce que Damiba est allé sortir ce tonton élève, se pose-t-on la question. Si ces interventions devraient être à l'image de son parcours scolaire, nos futures lois transitionnelles auront de belles gueules. Bref, hormis cette note scolaire, on se demande comment et pourquoi le dernier premier sinistre du Beaublair s'est retrouvé dans cette soupe. Comme s'il n'y avait pas assez de jeunes politiciens dans son parti à même de bien le représenter, Papy saute les 2 pieds joints dans la marmite. Mais ne lui jetons pas l'anathème. Lui qui a certainement des militants mais pas assez valeureux à ses yeux peut encore se le permettre par rapport à cet autre qui fait sa politique autrement et presque tout seul dans son coin. En attendant, et comme je le disais lors d'une précédente émission, ce ne sont pas les OSC aux yeux rebondissants au moindre bruit de cuillère qui sont en marge, eux qui ont une belle représentativité dans cette nouvelle auguste assemblée. Si tant est que la première apparition de nos représentants s'apparentait beaucoup plus à des questions du gouvernement à la représentation nationale, on remarquera qu'il y a eu de bons et fructueux débats, notamment sur comment doit-on appeler cet échantillon de Burkinabé devant légiférer pendant la transition. Mais honorablement, ces députés sans mandat électif gagneraient à se concentrer sur les questions essentielles de la nation plutôt que de nous servir un divertissement dont nous nous passerions volontiers. Le professeur Toini a du pain sur la planche. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et du reste, comme le disait ce vieux loup de la politique burkinabé, Luc Adolphe Tchao, il ne faut pas remuer la plaie dans le couteau. Allez, à bientôt pour une autre... Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous revenons à la rubrique à la découverte d'eux avant de nous quitter. Alors, nous sommes dans le mois d'avril et bien sûr, la denrée qui se fait rare, c'est bien sûr l'eau. En ces périodes de canicule avec surtout les coupures d'eau. Et nous avons décidé justement de parler du musée de l'eau. C'est un musée qui valorise donc l'eau et qui valorise justement les aspects en lien avec l'eau. Il faut rappeler que le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à l'origine donc à Lumbila. Mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Motili, dans le village de Kwanda. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel, donc le côté matériel en lien avec l'eau et puis bien sûr la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein de ce musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez également l'eau, les toilettes et des citations en lien avec ce thème. Il y a également la vitrine des femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par la femme. Le long chemin à parcourir pour avoir l'eau, les canaries et les bidons qu'elles utilisent. La vitrine de la promotion des droits humains. Donc la vitrine en rapport également avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve justement différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours. Il y a la vitrine en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie. Et puis bien sûr, comme vous le voyez à l'image, c'est justement la corvée d'eau qui est retracée. Et puis on a au sein aussi de ce musée des pompes. D'un côté, il faut rappeler que le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher, qui sont palpables, comme notamment les canaries, les pompes, les bidons et les forages.
D'un autre côté, il valorise également le côté immatériel en lien avec l'eau. Il s'agit notamment donc de l'existence des pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations, des chants en rapport avec l'eau. Le musée de l'eau est un musée à ciel ouvert qui a pour principal objectif de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon son promoteur Alassane Samoura. La difficulté principale reste la question financière. Pour lui, le musée n'a pas de financement pour son entretien et l'État ne l'accompagne pas dans l'entretien du musée. Ces dernières années, le musée reçoit également moins de visiteurs suite à la crise sécuritaire et sanitaire. L'autre grande difficulté, selon toujours son promoteur, est la question foncière, car une partie de la parcelle du musée de l'eau non couverte a été délimitée et vendue à des promoteurs du moins immobiliers. Une affaire qui est en justice, il faut le rappeler, selon Alassane Samoura, promoteur de ce musée. Selon toujours ce promoteur, Alassane Samoura souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée, car le musée de l'eau appartient à tous les Burkinabés, dit-il. C'est un patrimoine mondial qu'il faut protéger. Le musée est ouvert tous les jours et à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Et puis bien sûr, vous pouvez demander une visite au sein du musée si vous êtes en groupe, si vous êtes une école et puis si vous êtes une association, tout simplement. Et puis bien sûr, il y a des jeux que le promoteur organise au sein de ce musée également pour les visiteurs. Vous pouvez apprendre par exemple à pomper l'eau. Comme vous le voyez en image, bien sûr, nous l'avons appris. Vous pouvez apprendre à transporter l'eau. Vous pouvez apprendre même à rechercher les points d'eau parce qu'il a justement des bâtons qu'il appelle bâton de sourcier pour justement rechercher des points d'eau. Il y a assez de choses à découvrir au sein de ce musée. Nous espérons que ce musée ne disparaîtra pas parce que c'est l'inquiétude actuelle donc, de Alassane Samoura qui a dû se déplacer de Lumbila à Motilé aujourd'hui, mais il faut rappeler que donc l'espace qui sert de musée aujourd'hui aussi est menacé puisque une partie de cet espace a été découpée et vendue donc à des promoteurs immobiliers. Nous espérons que ce musée va survivre pour le bonheur des Burkinabés et surtout pour le bonheur du tourisme burkinabé parce qu'il faut le rappeler, c'est le premier musée de l'eau en Afrique. Et après lui, il y a bien sûr le roi du Maroc qui a initié également un musée de l'eau. Mais sinon, le musée de l'eau de M. Samoura est le premier musée en Afrique. Alors, maintenant, nous allons dire merci à M. Samoura pour l'accueil ainsi qu'à tous ses guides pour ces informations. Et puis merci à l'équipe technique, Amadou Ouedraogo, Laura Bama, Emilienne Ilvoudo. Nous vous disons merci donc pour ce déplacement du côté donc de Motilé. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous allons nous dire au revoir ici. Oui, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso et merci à l'équipe de réalisation qui s'installe cette semaine, Mariette Kokwaga et puis bien sûr Adama Dravo. Rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et ne zappez surtout pas parce qu'à partir de 10h, vous aurez les flashs d'informations en français et en moré. Et puis bien sûr, à partir de 11h, l'émission Cadeau du jour avec Bintou Kindo et Honoré Onadja. Quant à nous, on se retrouve demain, Inch'Allah. Portez-vous bien et excellente journée. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Cuisse.